Bien, bonjour à tous pour ce webinaire concernant l'anti-DDoS et le Global Server Load Balancing. On est toujours sur la logique de format court, donc ça va être une petite présentation qui va durer 10-15 minutes, juste pour discuter ce petit sujet, savoir comment est-ce qu'on peut utiliser le Global Server Load Balancing dans le contexte du traitement contre les attaques en délit de service. Je vous prie d'avance de m'excuser pour ma voix un peu nasillarde. J'ai une bonne sinusite qui perturbe un petit peu ma capacité à parler normalement. Voilà, donc sans plus tarder, on attaque ce petit webinaire. Alors, on va commencer par un petit rappel sur le fonctionnement du DNS. Bon, tout ça, c'est du basique, mais bon, ça permet toujours de se remettre un peu dans le contexte. Donc là, c'est le cas en fait on va dire d'un abonné broadband au sens large, dans le côté gauche du slide, qui va chercher à se connecter à un serveur web qui s'appelle exemple.fr. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire cet abonné? Dans un premier temps, en fait, il va taper l'URL du site sur son web browser ou sur son application. Euh, ce même, son ordinateur ou son téléphone mobile va être configuré pour aller faire une requête DNS sur le serveur DNS qui sera configuré dans son stack IP, qui généralement est en fait l'Open Resolver qui est dans sa Home Gateway, pour le cas d'un abonné broadband traditionnel avec une box, un accès box. Donc son ordinateur va aller faire une requête vers l'Open Resolver qui est dans sa Home Gateway. Sa Home Gateway derrière va chercher à trouver quel est le DNS qui est Start of Authority sur la zone en question, sur exemple.fr. Une fois que ce DNS serveur est joint, ce DNS serveur lui renvoie la réponse en lui disant que le www.exemple.fr est joignable sur l'adresse IP 1.1.1.1.1. Cette information-là va être stockée dans le cache de l'Open Resolver et enfin restituée à l'utilisateur final, lui-même, après pouvant établir sa connexion vers le serveur en question. Donc ce petit schéma n'est pas détaillé, très détaillé, il n'explique pas toute la chaîne de résolution, mais je fais apparaître quand même les deux points principaux, qui sont le fait qu'on fait intervenir cet Open Resolver et on a le DNS Start of Authority qui est clé pour donner les adresses IP de résolution de l'URL. Si on met en place le Global Server Load Balancing, en fait, la mécanique restera entièrement la même. Donc, on a toujours l'abonné qui va demander à son Open Resolver quelle est l'adresse IP de l'URL qu'il cherche à joindre, ou du domaine et qu'il cherche à joindre. La question va être passée au DNS qui est Start of Authority, donc qui a un rôle très important dans le Global Server Load Balancing. La grande différence, c'est qu'à partir du moment où ce type de mécanisme est mis en place sur le serveur DNS, il va en fait plus résoudre directement la query qui va lui être envoyée, mais il va mettre en place un algorithme de load balancing avant de résoudre l'adresse IP. Donc dans les algorithmes de load balancing, on peut retrouver plusieurs types de choses. Classiquement, on va retrouver du round robin, c'est-à-dire que le DNS va répartir la charge sur plusieurs IP, éventuellement en mettant un poids sur différentes IP pour faire un partage de charges différents si on était face à des serveurs de capacités différentes, typiquement. On peut aussi avoir des mécanismes de détection de disponibilité du site, disponibilité du data center éventuellement, pour éventuellement que le DNS aiguille les requêtes que vers des adresses IP qui sont véritablement encore actives sur le système. Et enfin, on peut aussi adjoindre au serveur DNS une répartition géographique. Donc, on va se baser sur une base de géolocalisation des adresses IP sources et on va répartir le trafic ou choisir le proxy, on va dire, le plus proche par rapport à la zone géographique de la personne qui cherche à joindre le service.
Une fois que cet algorithmique est passé, de la même manière, le DNS Start of Authority va fournir la résolution à l'Open Resolver et lui-même va la fournir à l'utilisateur. L'utilisateur, après, pourra donc se connecter au site en fonction de l'adresse IP qu'il lui aura donné, non plus simplement par une simple résolution, mais par l'application d'un algorithme de répartition de charge, on va dire au sens large, et, et puis après le mécanisme de réponse classique à un query DNS. Si on regarde les cas principaux d'usage du GSLB, on retrouve le cas d'usage principal hein, qu'on retrouve actuellement en production, c'est du load balancing traditionnel. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un round robin. Donc on va avoir deux adresses IP, une sur chaque data center 1, data center 2. Le DNS SOA va en fait faire un round robin sur ces deux adresses IP, ce qui va en fait générer une répartition de charge à 50-50 entre les deux data centers. Il y a aussi la possibilité, certains serveurs DNS ou solutions DNS proposent ce type de choses. Ça peut être aussi développé à vos propres, par le client en fonction de ses propres besoins. Il y a des solutions sur étagère où on peut le faire soi-même. Et il y a aussi la possibilité de faire de la PCA, donc de la continuité d'activité. C'est une sorte de load balancing avancé qui prend en compte aussi le fait qu'un site pourrait éventuellement tomber. Et sur détection de cette panne, le DNS va adapter son load balancing pour supprimer l'adresse IP de résolution du data center qui est actuellement en carafe. Et c'est ce qui va avoir pour effet que tous les nouvelles connexions vont venir arriver sur le data center qui est encore actif. Donc en fait, on peut se servir de ce type de mécanisme aussi bien pour le load balancing que pour de la continuité d'activité ou éventuellement aussi de la PRA. Un autre use case qui est très présent dans tout ce qui est contenu, donc tous les fournisseurs de CDN s'appuient sur ce genre de choses, voire même font des choses encore plus sophistiquées que ça, sur des mesures de latence, ce genre de choses, pour en fait associer des utilisateurs à des points d'entrée qui sont les plus proches ou qui ont la meilleure latence applicative vis-à-vis de l'endroit où ils sont positionnés sur Internet. Donc là, ça va être un mécanisme un peu plus sophistiqué qui va être mis en place dans le DNS. On peut éventuellement même retrouver certains fournisseurs de CDN qui vont mettre des applications JavaScript directement dans le site web et qui vont faire de mesures de latence pour éventuellement piloter euh, les meilleures résolutions possibles en fonction des blocs d'adresse IP par lesquels viennent les abonnés. Donc la logique en fait est que dans un exemple on va dire simplifié est qu'on va associer des adresses IP pour chaque pays. Donc une adresse IP pour la France, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour le Royaume-Uni par exemple. Et en fait, en fonction des adresses IP sources des abonnés, si elles sont françaises, espagnoles, italiennes ou anglaises, le serveur DNS va fournir une résolution avec l'adresse IP du pays en question. Dans l'idée étant que on va avoir une meilleure connectivité et une latence qui sera meilleure en donnant des adresses IP locales à chaque pays. On peut voir ce genre de choses si vous êtes, par exemple, si vous faites du routage BGP sur votre réseau, que vous passez par vous recevez du trafic par des transitaires. C'est typiquement ce genre de résolution ou ce genre de reroutage DNS peut vous donner des petites surprises, avoir une certaine quantité de trafic venant de certains CDN, soudainement passant d'un transitaire à un autre. Pourquoi? Parce que un pays aura finalement, il y aura une détection comme quoi la latence
applicative est meilleure via un autre chemin et qui va vous faire basculer d'un transitaire à un autre de manière soudaine, sans que BGP soit du tout impacté, que le routage IP soit impacté, puisque ce sera du routage DNS qui aura été fait au niveau des couches supérieures. Donc voilà, on a ce genre de petites choses et de petites surprises aussi qui peuvent arriver avec le GSLB. Donc ce type d'approche est très orienté sur le CDN, vidéo streaming, tout ce type, ou les sites web qui ont un contenu assez riche en termes de contenu multimédia. Alors quelques mises en garde et limitations sur le GSLB qu'il faut aussi garder en tête. Déjà, il y a toujours le délai de mise à jour des caches DNS. Comme on l'a vu, la requête, elle ne va pas aller directement au SOA, elle passe par des open resolvers, des caches DNS. Il faut que ces différents caches DNS se mettent à jour pour que l'adresse IP qui soit donnée par le SOA soit fournie à l'utilisateur. Donc, on va dire que cette durée de mise à jour s'est considérablement réduite au fur et à mesure des années sur Internet, au tel titre que maintenant elle est quasiment faible ou quasiment immédiate, enfin immédiate, de l'ordre de quelques minutes, on va dire. On reste dans l'ordre de la minute ou de la dizaine de minutes. Mais bon, aussi, donc dans les cas les plus tordus, avec notamment des open resolvers qui auraient un time to live relativement long, on pourrait aller éventuellement sur des connexions qui peuvent rester sur des anciennes IP pendant un grand maximum de 24 heures. C'est très très rare maintenant, ça n'arrive quasiment plus. On va dire, si on veut vraiment être prudent, c'est ce type de considération qu'il faut prendre en compte. Et enfin, c'est pour ça que je vous précisais, j'ai rajouté dans le schéma l'Open Resolver, parce qu'en fait, tout ce qui est mécanisme de géolocalisation, le SOA en fait va pas recevoir l'adresse IP de l'abonné qui fait la requête DNS, mais plutôt l'adresse IP de son Open Resolver. Donc typiquement un abonné qui viendrait changer sa configuration DNS par défaut, qui est l'adresse IP de sa box, en prenant par exemple l'Open Resolver de Google en 8.8.8.8.8, il est possible qu'il arrive avec une adresse IP qui soit un petit peu spéciale. Même si le réseau d'Open Resolver Anycast d'un acteur aussi large que Google a des Open Resolver qui sont finalement localisés dans chaque pays, pour la plupart du temps, il est possible, suite à ce changement d'adresse IP d'Open Resolver, que certains abonnés soient considérés comme étant dans des pays qui ne sont pas la vraie localisation où ils se trouvent. Donc c'est des effets de bord qu'il faut aussi considérer. Voilà. Pour ce qui est des mises en garde, il y en a certainement d'autres, mais c'est les deux qui me paraissent importantes de relever. Alors, dans le cadre de la lutte contre contre les délits de service et les distributed denial of service, on peut utiliser aussi le GSLB, notamment si vous êtes une entreprise et que vous vous appuyez sur des managed security service providers qui vous fournissent un service anti-DDoS dans le cloud, notamment comme on le fait avec Pragma Security. On pourrait imaginer que vous ayez fait le choix d'avoir plusieurs de ces providers, soit pour les mettre en compétition, soit pour partager le risque entre plusieurs technologies. Donc vous pourriez très bien avoir un Managed Security Service Provider 1, un Managed Service Security Provider 2, qui vous donne deux adresses IP ou plusieurs adresses IP de reverse proxy pour recevoir votre trafic web. Et à ce moment-là, sur votre serveur DNS, vous allez partager la charge entre ces deux acteurs, ce qui vous permet en fait de répartir le risque entre ces deux-là. Et puis si vous avez comme ça deux implémentations vraiment très différentes, nous, Pragma Security, on a une implémentation vraiment très spécifique puisqu'on a développé nos propres proxys, qui est une technologie qui a été développée par des ingénieurs en République tchèque. Donc on aura forcément une implémentation très différente d'un reverse proxy classique, on va dire éventuellement implémenté par
par une entreprise nord-américaine ou israélienne ou un acteur de la sécurité, on va dire, plus traditionnel. Donc on aura vraiment une implémentation différente. Donc ça vous permet de faire tourner en parallèle deux implémentations vraiment distinctes et qui, éventuellement, le cas échéant, si vous avez une attaque vraiment soudaine et qui est atypique, et qui pourrait éventuellement ne pas être traitée par l'une des technologies, ça vous permettrait d'avoir une de ces technologies qui a une souche logicielle complètement différente et qui, elle, sera même éventuellement de la traiter. Ça vous permet de limiter les risques. Bon, c'est assez classique, hein, c'est ce qu'on retrouve aussi sur les data centers où généralement, quand on met plusieurs firewalls en chaîne pour protéger un site, on va jamais mettre les firewalls d'un même industriel ou d'une même souche logicielle en cascade. On va essayer plutôt de panacher différentes implémentations pour éviter d'avoir les mêmes éventuellement failles sur tous les firewalls de son data center. Donc on peut réappliquer cette même logique en s'appuyant sur le Global Server Load Balancing et en ayant plusieurs fournisseurs de Managed Security Services. C'est un premier cas d'application du GSLB. Enfin, un deuxième cas qui est aussi une implémentation possible, hein, ce sont juste des exemples hein, pour vous dire comment on peut utiliser le GSLB pour l'anti-DDoS. Si par exemple vous voudriez être sûr, bon, on sait bien que quand on passe par un équipement tiers, un équipement on va dire supplémentaire, un reverse proxy supplémentaire, ça induit forcément une latence supplémentaire aussi, même, même si ça peut être relativement limité. Ça rajoute quand même une latence. On pourrait imaginer que si votre activité est essentiellement française et adresse essentiellement le marché français, vous pouvez vous dire, bah, à la limite, mon risque, mon exposition aux attaques d'élite service venant de la France est relativement modeste. Par contre, sur le reste du monde, j'ai un risque. Donc, je vais rajouter cette latence et ce coût pour la protection anti-DDoS vis-à-vis du reste du monde. Même au trafic français, je ne veux pas qu'il passe par le traitement anti-DDoS. Et donc, on peut imaginer que le reste du monde soit associé à une adresse IP Edicast de Pragma Security, par exemple, et que pour la France, vous donniez en résolution l'adresse IP de vos front-end directement. Ce qui vous permettra d'avoir tout votre trafic français qui va directement vers votre plateforme et tout le trafic qui vient du reste du monde qui passera par euh, le, le, fournisseur de services anti-DDoS. C'est un autre cas d'usage qui peut être intéressant euh, dans un contexte où vous avez un marché qui est très ciblé France et que vous n'avez pas forcément d'avoir une connectivité parfaite et extrêmement performante venant de l'étranger. Donc voilà, c'est deux petits exemples. Bon, il y en a certainement d'autres, mais voilà, c'est aussi une présentation qui vous permet aussi de réfléchir un petit peu sur le sujet et de l'adapter à votre cas d'usage. Alors pour l'implémenter, ce type de mécanisme, le GSLB, c'est pas nouveau. Hein. Je pense que la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo le connaissent déjà. Mais bon, j'en ai cité que deux, hein. Il y a beaucoup de solutions possibles. Eh ben, vous pouvez par exemple mettre en place le GSLB sur un serveur DNS by DUF standard. Il y a des sites web qui existent qui expliquent comment le faire sur la base d'une base de données type Maxmind. On peut prendre la base gratuite. Hein. On n'est pas obligé d'avoir la dernière mise à jour pour le faire. Ça peut suffire. On peut aussi s'appuyer sur des DNS propriétaires type Infoblox qui aussi fournissent ce type de solution dans leur DNS de manière native. C'est assez classique encore une fois. Hein. On peut aussi s'appuyer sur dans la résolution DNS dans le cloud. Il y a des fournisseurs de résolution DNS et de résolution DNS optimisée avec mesure de latence, etc. Donc il y a des services sophistiqués qui existent qu'on peut souscrire dans le cloud et qui nous permettent de configurer comme ça les adresses IP que vous souhaitez donner à vos résolutions DNS. On peut aussi, nous, prendre en charge ce type de choses, héberger votre domaine sur nos serveurs DNS chez Pragma Security et Curator Labs et fournir une solution tout en un
sur lesquels en fait on fournit ce type de solutions sur nos serveurs DNS qui sont aussi du reste protégés contre les attaques par des lits de service. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Et, et voilà, donc j'espère que ce petit webinaire vous a été utile, qu'il vous a appris quelques petites choses. Et puis, n'hésitez pas à revenir auprès de nous contacter, vous poser toutes sortes de questions. Merci bien, à bientôt. Au revoir.